Le contenu précédent, le contenu qui vous a été déjà présenté le jeudi passé et le contenu d'aujourd'hui. Donc, si je vois que ce qui a été déjà donné la semaine passée n'est pas encore, disons, assimilé à 100%, je ne pourrai pas passer à l'étape suivante, c'est clair. Donc, je vais tout de même faire une marche arrière, justement, au sens fort du terme, justement pour mettre l'accent sur l'essentiel à retenir. OK? Très bien. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un deuxième... Oui, heureusement que je n'ai pas encore commencé. Bien. Vous allez vous-même, vous allez voir, quand on commence ce deuxième cours, vous allez vous-même vous poser la question, oh là là, quel est le lien qui s'établit entre ce que nous avons fait la semaine passée et ce que nous allons faire aujourd'hui? Aujourd'hui, justement, je tiens vraiment à vous le dire, j'ai reçu les objectifs de cette formation et les actions à mener. Regardez. Alors, il y a une équipe qui travaille dans la sphère ministérielle, au niveau du ministère, et ils préparent ce genre de travail. Objectifs et actions à mener. C'est très bien. D'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. C'est ce qu'on a dit. Très bien. On a un objectif et on a des actions à mener. Mais ce que je vous ai présenté la semaine passée, je l'ai conçu moi-même, partant de ma propre expérience d'enseignante. Donc, je sais d'emblée les angles qu'il faudrait attaquer, si je peux le dire. D'accord? Ce deuxième cours dépend étroitement de ce qui a été préconisé par l'équipe de conception, ou plutôt d'accompagnement pédagogique des enseignants universitaires nouvellement recrutés. Mais je vais faire le lien tout de suite. Très bien, j'espère que tout le monde est là maintenant et j'espère qu'on pourra démarrer sans aucun problème. Très bien. Regardez. Excusez-moi. Regardez. L'objectif de ce deuxième cours est de comprendre les mécanismes de cognition du savoir. Pour moi, le cours d'aujourd'hui est un exemple concret et vivant dont vous pouvez tirer vraiment profit. Pourquoi? Parce que vous allez vous-même vous mettre à la place de l'étudiant. Moi, je suis enseignante, je dois vous communiquer d'emblée l'objectif du cours. Mais cet objectif, je suis sûre que 90% de ceux qui sont là ne l'ont pas encore compris. Alors, si je dis cognition, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui pourrait justement m'expliquer ce concept? Cognition, c'est un concept très très important dans l'enseignement-apprentissage, mais je suis sûre que vous ne savez pas encore de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ce concept véhicule comme principe pédagogique? C'est un concept très très important et dès que je vois cognition, ça me vient à l'esprit la notion de traitement de l'information. Je vais faire le lien encore. Je vous demande juste de me suivre, step by step, étape par étape, ok? Vous allez comprendre. Traitement de l'information, ça concerne qui? L'enseignant ou l'apprenant? Ou bien les deux, en même temps?
Les deux sont impliqués. Donc, ces deux acteurs, on ne peut pas les dissocier, c'est clair. Mais aujourd'hui, on va se focaliser davantage sur l'apprenant, pas l'enseignant. La semaine passée, tout le monde ici présent me parlait de cette transmission de savoir. On transmet le savoir. En tant qu'enseignant, on est là pour transmettre des connaissances. On est là pour cette mission de transmission, etc. Et je vous avais dit la dernière fois, moi personnellement, j'aime pas ce mot. Je le mets entre parenthèses. Et je vous ai expliqué pourquoi. Transmission. Si je parle de transmission, c'est que indirectement, je dévalorise le rôle de l'apprenant. Et je m'inscris par voie de conséquence dans les méthodes traditionnelles. N'est-ce pas? Transmission, je suis là, je transmets. Ça veut dire quoi? Indirectement, l'élève, ce n'est même pas étudiant, ce n'est même pas apprenant. C'était élève, c'était un objet au départ. Quand je dis, regardez, élève, quand je parle de niveau élevé, le contraire de élevé, c'est quoi? Bas. Élevé, c'est pas le sens d'éduquer. On n'est pas là pour justement faire tout un travail, je dis bien sur l'éducation, mais je peux le faire en parallèle avec mon travail en tant qu'enseignante. Très bien. Mais regardez, l'élève au départ, il était en bas. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, je déteste ce mot. Et je n'aime pas le mot transmission parce que ça renvoie à des méthodes traditionnelles qui ont longtemps négligé le rôle de l'apprenant. C'était élève, le pauvre, il est là, il reçoit, il ne participe pas à son processus d'apprentissage, il n'a pas le droit de remettre en question le contenu de l'enseignant, il n'a pas le droit de participer à la conception de programmes, il n'a pas le droit de donner son avis par rapport à une idée qui a été communiquée par l'enseignant, etc., etc. Avec l'avènement des nouvelles approches, excusez-moi, je rebondis sur cette notion de transmission, ça a été largement développé par les behavioristes. Je vous en ai déjà parlé. Les behavioristes, c'est la théorie de l'apprentissage qui a justement largement travaillé sur ça. Comportement observable, il est là, il est considéré comme étant une boîte vide que l'on remplit, c'est tout. Ah, dans le domaine de l'enseignement, il y a eu quand même une évolution perpétuelle. Et les théories de l'apprentissage sont en perpétuelle évolution. Et chaque théorie naît à partir des critiques qui ont été avancées à la théorie précédente. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez jusque-là? Très bien. La théorie suivante, c'était le constructivisme. Constructivisme, cette théorie, elle a dit stop, stop, arrêtez de considérer l'étudiant ou l'apprenant comme étant une boîte vide, il est là, il reçoit, il ne participe pas à son processus d'apprentissage. Arrêtez carrément de le considérer comme étant objet. Non. L'enseignement doit être centré sur l'apprenant. Comment? C'est la fameuse question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Comment centrer l'enseignement sur l'apprenant? Très bien. Au lieu de parler de transmission, on parle de construction de savoir. Ah, oui, d'accord. C'est très facile de dire on est là pour construire de nouvelles connaissances. Il y a eu le constructivisme et le socio-constructivisme. Je vais vous dire pourquoi. On construit de nouvelles connaissances, ok. Mais comment?
aussi. C'est toujours l'enseignant qui va être derrière. C'est toujours l'enseignant qui va aider l'apprenant à construire de nouvelles connaissances. Mais d'accord, quel est le processus de construction de connaissances? Comment l'apprenant peut-il construire de nouvelles connaissances? Selon les théoriciens, deux principes de base ont été proposés. Comment construire de nouvelles connaissances? Nous avons le processus d'assimilation et nous avons le processus d'accommodation. On construit des nouvelles connaissances par assimilation et par accommodation. Très bien. C'est quoi assimilation et c'est quoi accommodation? Assimilation, je pense que tout le monde ici présent sait ce que c'est qu'assimiler. Impossible que l'apprenant vienne en classe en ayant la tête vide, même s'il s'agit d'un élève de première AP, de première année primaire. Je vais vous dire pourquoi. Impossible que sa tête soit vide. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il vient déjà avec des connaissances antérieures, acquises dans son milieu social et familial. Donc, même s'il vient pour la première fois en classe de cours, il a toujours des connaissances antérieures stockées en mémoire à long terme. Vous me suivez, s'il vous plaît? C'est très important ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre comment vos étudiants réfléchissent. C'est le plus important. On ne s'intéresse pas à l'évaluation de tout le travail qu'on a fourni à l'étudiant, mais on s'intéresse plutôt au processus d'acquisition. Comment aider l'apprenant à développer ses facultés, lui permettant de rendre son apprentissage efficient. C'est ça. Bien, bref, je ferme la parenthèse et je reviens à mes moutons. Excusez-moi. Il a des connaissances antérieures, des connaissances préalables qu'il a acquises dans son milieu familial. La preuve, on a une classe de primaire. Nous avons 30 élèves. Parmi les 30 élèves, on trouve peut-être 10 élèves surdoués. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle en psychologie et en psychopédagogie les inégalités de chance. Inégalité de chance parce que un enfant, il ne choisit pas ses parents. Un enfant, il ne choisit pas son milieu familial. Un enfant, il ne choisit pas l'environnement dans lequel il va vivre. C'est clair, logiquement. Très bien. C'est ce qui fait justement ces différences entre les élèves. Bref, assimilation, c'est quoi? Retenez s'il vous plaît ces deux processus. Assimilation, accommodation. Assimilation, c'est quoi? Vous avez des connaissances antérieures, stockées en mémoire à long terme. Vous, en tant qu'enseignant, aujourd'hui, vous êtes venu déjà avec des connaissances antérieures. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous êtes en train d'assimiler. Vous me suivez? Vous êtes en train d'assimiler. C'est quoi assimiler? Vous avez déjà vos connaissances antérieures et ce que je vous communique aujourd'hui, vous allez le rajouter. Et ça va être vraiment un chevauchement. Et ça va constituer des connaissances superposées. C'est-à-dire, vous rajoutez un savoir ou vous rajoutez des nouvelles connaissances à celles que vous avez déjà acquises auparavant, n'est-ce pas? Logiquement. Donc, assimilation, c'est très simple.
Vous avez des connaissances et vous allez uniquement rajouter uniquement, sans toucher aux connaissances préalables. Accommodation, c'est tout à fait le contraire. Pas supprimer. Je ne peux pas supprimer une connaissance que j'ai déjà acquise, sauf si je me rends compte que la connaissance que j'ai est erronée. Si je la supprime, c'est que je suis convaincue de ce que je suis en train de faire. Si je suis lucide déjà, je ne peux pas supprimer quand les autres veulent. Je ne peux pas supprimer quand je m'expose à une nouvelle situation. Cela dépend entièrement de votre personnalité. D'accord ? J'aime pas quand même, je vais pas quand même en parler, je vais essayer quand même d'expliquer ce que c'est que le processus d'accommodation. Je ne vais pas supprimer, mais modifier, corriger, éclaircir. Hein? Changer. Hein? J'entends pas. Accommoder, développer. Hein? Adapter. Remettre en cause. Mais franchement, bravo. J'ai eu une nomenclature de vocables et de substantifs, mais franchement très efficace. Très efficace. Tout ce que vous avez avancé maintenant est très utile. Tous les mots que vous avez balancés sont justes. Je vais vous dire pourquoi. Accommodation, je vais vous donner un exemple. Même dans mon enseignement, je préfère adopter la méthode active, dont je vous ai déjà parlé. Je vous donne d'abord l'exemple, vous allez réfléchir là-dessus, et vous allez comprendre après ce que c'est qu'accommodation. Ça ne sert absolument à rien si je vous donne le sens, littéralement. N'est-ce pas? À l'école primaire, au collège, peut-être au lycée, je ne sais pas, ça fait longtemps que j'ai quitté le lycée, donc je ne sais pas ce qui se passe exactement dans les... Oui, au niveau de, de ce palier. Et je suis sûre d'emblée que c'est le cas de tout le monde. On nous a toujours appris que si le verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir, l'accord ne se fait ni en genre ni en nombre. N'est-ce pas? Ça a été fait pendant des années. Pendant des années. Un jour, j'apprends de mon enseignant qu'il y a des exceptions. Quand le COD est placé avant le verbe, eh ben l'accord il se fait en genre et en nombre. La lettre que j'ai écrite, la connaissance que j'ai acquise. Même si le verbe ici se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Mais il y a des exceptions. D'ailleurs, c'est pour ça que la langue de Molière a été qualifiée de la langue d'exception. C'est une langue d'exception. Pourquoi la langue française est difficile? C'est parce qu'il y a beaucoup d'exceptions que de règles. Plus d'exceptions que de règles, n'est-ce pas? Contrairement à l'anglais. N'est-ce pas? Très bien. J'ai appris que la règle que j'avais dans ma tête, et j'ai travaillé avec cette règle pendant des années,
c'est pas parce qu'elle est erronée, mais elle était incomplète. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? C'est que la connaissance antérieure que j'ai en mémoire à long terme, elle est cassée. Il y a eu quand même une masse d'électricité, n'est-ce pas? Il y a eu une masse d'électricité qui a fait bouger cette connaissance antérieure. Donc là, parfois, on est exposé à des situations où on se rend compte finalement que les connaissances qu'on avait déjà, soit elles sont erronées, soit elles sont incomplètes, et elles sont à compléter justement, soit elles sont tombées en désuétude, c'est que maintenant, elles sont dépassées. C'est pour ça que l'enseignant est invité à actualiser et à réactualiser ses connaissances constamment. Tout simplement parce qu'il y a des connaissances qui tombent malheureusement en désuétude. Elles sont démodées, elles sont dépassées. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Maintenant que je vous ai expliqué ce que c'est qu'accommodation, c'est quand la connaissance antérieure qu'on a en mémoire à long terme, elle est touchée. On la corrige, on la modifie, on l'adapte à la situation nouvelle. C'est pour ça que je vous ai dit, tout ce que vous avez dit maintenant est juste. C'est un renouvellement, actualisation, etc. Et de cette façon, on construit de nouvelles connaissances. Très bien. Selon les constructivistes, voilà donc, l'apprenant, il est capable de construire de nouvelles connaissances. Pourquoi vous l'avez si longtemps, depuis si longtemps, considéré comme étant une boîte vide? Non, il est là, il est actif, il participe à son processus d'apprentissage et il construit de nouvelles connaissances, que ce soit par assimilation ou par accommodation. Sont venus après les socioconstructivistes pour dire que l'apprenant seul ne peut pas construire de nouvelles connaissances, n'est-ce pas? Seul, il ne peut pas. Soit il construit ses connaissances avec son enseignant, soit avec l'environnement, soit avec les êtres sociaux, soit avec ses camarades, ses amis, comme vous voulez. Mais il ne construit pas seul. Très bien. Donc, on a reconnu en quelque sorte ce statut social de l'apprenant et on a dit que finalement l'apprenant, il construit, mais en collaboration avec les autres acteurs, qu'ils soient sociaux ou pédagogiques. D'accord? Très bien. Mais la théorie qui est venue après, elle a remis en question les théories précédentes. Et qu'est-ce qu'elle a avancé comme principe? Les spécialistes ont dit que oui, vous avez beau parler de construction, d'assimilation, d'accommodation, des connaissances préalables, d'apprentissage, mais est-ce que vous vous êtes intéressé au processus mental de l'apprenant? Est-ce que vous vous êtes intéressé à ce qui se passe dans la tête de l'apprenant? Est-ce que vous avez valorisé les opérations mentales mobilisées par l'apprenant lors de son activité d'apprentissage? C'est logique, non? C'est logique, n'est-ce pas? Oui, pour parler, c'est facile. Mais pour être efficace dans l'enseignement, on doit prendre en considération
la cognition, on prend en considération ce qui se passe dans la tête de l'apprenant. Comment? Nous avons des étudiants. Vous, en tant qu'enseignant, vous avez des étudiants. Lorsque vous préparez votre cours, si vous êtes un bon enseignant ou une bonne enseignante, vous allez prévoir les situations, problèmes à l'avance, avant même de venir en classe. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, vous vous intéressez à ce qui se passe dans la tête de l'apprenant. Vous allez donner, par exemple, un support authentique. Un support authentique. Disons, vous allez donner un exemple, par exemple. Un exemple dans votre fiche pédagogique. Après, vous allez vous dire, non, 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 cet exemple, il n'est pas vraiment approprié. Je ne vais pas le donner à mes étudiants parce que ça risque d'être très mal compris. Ou bien c'est un exemple difficile, etc. C'est que, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de prévoir des situations, problèmes avant même de venir en classe et de tomber dans ces situations. L'enseignant efficace, c'est celui qui prévoit les situations problèmes et c'est celui qui tient compte de ces opérations mentales mobilisées lors de l'apprentissage. Et de cette façon, il va pouvoir adapter son contenu au niveau de ses étudiants. Vous comprenez jusque-là? Ça va? C'est clair? Je peux passer à autre chose? Si ce n'est pas clair, je peux quand même réexpliquer. C'est un? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Excusez-moi parce que en arabe, je ne suis pas forte en arabe, donc je ne peux pas me prononcer. Il y a peut-être des enseignants d'arabe ici et je vais avoir des problèmes. D'accord? On prévoit. Excusez-moi, je vais vous faire comprendre. Je sais que c'est très difficile. Alors, ce concept de cognition est très difficile dans la mesure où il est abstrait. Il est très abstrait. Et justement, pour le rendre concret, il faut qu'il y ait des traces. Je vais vous en parler. Comprendre les mécanismes de cognition du savoir. Moi, ça, c'est ce qui m'a été... c'est l'objectif qui m'a été communiqué par les instances, disons, scientifiques et pédagogiques. Moi, je vais reformuler cet objectif. Comprendre les mécanismes de cognition du savoir. L'objectif de ce cours, c'est de vous amener, c'est de vous amener à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'apprenant lors du processus d'enseignement-apprentissage. C'est très facile, non? C'est très facile. Je l'ai dit, mais dans mon style. Facile? Vous avez compris? Vous avez pigé maintenant? Hein? Aujourd'hui, vous allez comprendre ce qui se passe dans la tête de l'apprenant. Et là, j'ai expliqué, regardez, depuis le behaviorisme, le constructivisme, socioconstructivisme, maintenant, on est pleinement dans le cognitivisme. Cognitivisme. Et juste après le cognitivisme, il y a connectivisme ou bien connexionnisme. Et ça vient de connexion, tout ce qui est numérique. OK? Très bien. Donc, telles sont les grandes théories de l'apprentissage. OK? Oui? J'entends pas.
Avant de... Oh, j'en ai déjà parlé et je vais expliquer davantage, oui. Très bien. Même si je l'ai dit tout à l'heure, mais je dois quand même répéter pour que ça soit vraiment clair. Constructivisme et socioconstructivisme. Dans les deux cas de figure, nous avons constructivisme. Donc, il s'agit bel et bien de la construction de savoir, construction de nouvelles connaissances. Je vous ai donné les deux processus de construction. Très bien. Le constructivisme, on s'est intéressé uniquement à cette fameuse construction de savoir, c'est-à-dire l'apprenant, il est là, il n'a pas à recevoir, mais il a plutôt à construire de nouvelles connaissances. Les socioconstructivistes ont répondu aux constructivistes et ils leur ont dit « Arrêtez, oui, d'accord, l'apprenant, il est censé construire de nouvelles connaissances au lieu de recevoir. Mais cet apprenant, il ne peut pas construire tout seul. Personne n'a construit le savoir seul. Les socioconstructivistes, ils ont fait passer l'interaction entre l'apprenant et l'environnement, entre l'apprenant et un autre apprenant, entre l'apprenant et son enseignant, entre l'apprenant et ses amis, entre l'apprenant et ses parents. Ils ont fait passer ce caractère social avant la construction de savoir. Est-ce que c'est clair pour l'instant? C'est très bien, parfait. Ah. Non, mais c'est très chic, excusez-moi, c'est très chic ce que nous avons à faire et à découvrir ensemble dans cette formation. C'est très beau, c'est très... Tout simplement pourquoi? Parce que ça va vous servir d'aide précieuse une fois sur le terrain. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Pour atteindre l'objectif d'aujourd'hui, nous avons quand même une architecture à retracer dans le cours. Et je retrace brièvement l'architecture de ce deuxième cours. Action 1. Comprendre le lien entre perception et acquisition des connaissances. Ça, c'est la première des choses par laquelle il faudrait commencer. Si je m'intéresse à la cognition, si je m'intéresse au processus mental de l'apprenant, si je m'intéresse à tout ce qui est abstrait, etc., mais je dois comprendre comment la connaissance entre et sort. N'est-ce pas? La porte d'entrée et la sortie. Très très bien, j'arrive. Ne vous inquiétez pas avec moi, parce que je me mets à votre place. Quand c'est pas clair, j'explique, je fais tout pour que ça soit clair. Ne vous inquiétez pas. Parmi nous, il y a sûrement des enseignants qui se sont spécialisés en informatique. L'input et l'output. L'input et l'output. Hein? J'entends pas. Out. Out et in. D'accord? Très bien.
La connaissance, quand elle se construit, on a parlé tout à l'heure d'assimilation, d'accommodation. On reçoit, elle entre et elle sort. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est quoi? C'est que j'ai des connaissances en la matière. Hein? Et je suis en train de les... pas sortir, ressortir peut-être. Hein? Parce que je les communique à un public qui a besoin justement de tout ce que j'ai comme connaissance dans le domaine. N'est-ce pas? Très bien. Mais ces connaissances-là, avant de les faire ressortir ou bien avant de les communiquer aux autres, il y a eu tout un processus. J'ai perçu, j'ai observé une nouveauté quelque part, une connaissance nouvelle quelque part. C'est entré dans la tête. Il y a eu un traitement de l'information. Quand je dis traitement, j'ai traité. Alors, regardez le processus. C'est en 3 phases. Les étudiants captent de l'information, traitent de l'information et modifient l'information. Ces 3 phases, je peux les dire autrement. Perception de la connaissance, mémorisation et prise de décision. L'étudiant, il est là. Il capte une nouvelle connaissance. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement l'accepter? Je ne suis pas sûre. Il va peut-être la rejeter, n'est-ce pas? Dans sa tête, ça s'écrit error. Signal rouge. Et ça se voit sur son visage. Il peut aussi accepter la connaissance. Il va l'enregistrer, il va la mémoriser. Mais cette prise de décision, c'est quoi? Là, vous êtes en train de vous dire maintenant, mais qu'est-ce que cette enseignante est en train de chanter de bon matin? Prise de décision, c'est quoi? Quand j'apprends une nouvelle connaissance, quand je perçois, ça vient du verbe percevoir, donc c'est observer. Donc, il y a un feu rouge, un clignotant. Je l'ai perçu. C'est un signal. Donc, la connaissance, elle est là. Il y a tout un processus dans ma tête. Soit je la rejette d'emblée, soit je vais y réfléchir et je la rejetterai après. Soit je vais l'accepter, mais par conviction, si l'autre arrive à bien argumenter. Mais cette prise de décision modifie l'information. Je ne vais pas la modifier si elle est une connaissance stable, consciente. Et là, je m'adresse aux scientifiques et techniques ici, les enseignants des filières scientifiques et techniques. Si c'est une connaissance stable, depuis la nuit des temps, il y a une connaissance, une règle qu'on n'a pas modifiée depuis des siècles. J'exagère un peu. Je ne peux pas la modifier. Ici, quand je dis on modifie l'information, c'est pas changer
comme la demoiselle ou la dame a dit tout à l'heure, changer. Ah, changer, j'ai besoin de ce mot, mais pas maintenant. Je ne vais pas changer. La connaissance, si elle est validée scientifiquement par une communauté de chercheurs scientifiques dans le domaine. Je ne peux pas. Dans les filières, justement, je dis bien les sciences humaines et sociales, oui, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je prends la connaissance, je vais traiter je dirais, traitement, je fais subir à cette connaissance un traitement de l'information, mais après, qu'est-ce que je vais faire? D'accord, l'adapter, c'est-à-dire l'adapter, je vais la réutiliser dans d'autres contextes. C'est ça la prise de décision. Ah, j'ai appris une nouvelle connaissance. J'ai fait un traitement de cette connaissance. Je l'ai acceptée par conviction, parce que c'est bien argumenté, etc. Je l'ai rajoutée à mon répertoire de connaissances. Maintenant, c'est à moi de la réutiliser et à ma façon dans d'autres contextes. L'accommodation, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, quand une connaissance nous vient soudainement et qui perturbe les connaissances antérieures qu'on avait auparavant. Mais là, je suis en train de parler de traitement de l'information, parce qu'il y a 3 phases. Perception, mémorisation et prise de décision. C'est que je prends la décision de réutiliser les connaissances dans d'autres contextes. Est-ce que vous avez compris maintenant? C'est ça le traitement de l'information. Mais je vous pose une question. Est-ce que, en tant qu'enseignant, vous avez pensé à ça quand vous êtes en classe, quand vous êtes sur le terrain? Est-ce que vous avez pensé à ça? Pensez à ce processus. Maintenant, on sait très bien ce qui se passe dans la tête de l'apprenant, n'est-ce pas? Donc, il faut faire attention. Je ne peux pas lui donner n'importe quelle connaissance parce qu'il va la percevoir. Il se peut qu'il la rejette. S'il la rejette, qu'est-ce que je dois faire en tant qu'enseignant pour lui, comment dirais-je, pour l'amener à admettre cette connaissance? Donc, en réalité, c'est tout ce que vous faites lorsque vous préparez votre cours, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est clair. J'étais claire dès le départ. La semaine passée et aujourd'hui, on a parlé d'objectifs. Mais ces objectifs, on ne va pas les atteindre n'importe comment. Quel pourcentage? De quel pourcentage? J'entends pas. Oui, madame, c'est très important ce que vous êtes en train de dire, mais j'entends pas. Très bien. Bravo. 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 Justement, c'est pour ça qu'on met l'accent sur ça. Ben oui, si je ne m'intéresse pas à ce processus, si mes actions en tant qu'enseignante ne sont pas compatibles avec cet objectif, je n'ai pas fait mon travail. C'est comme si je n'ai rien fait. Donc, si on vous a programmé ça, c'est pour vous rendre efficient et efficace sur le terrain.
Prêtez attention à ça. Hadrith. C'est comme si on est en train de vous dire Hadrith. C'est très important. C'est très important d'accorder une importance à ça. Sinon, votre enseignement est voué à l'échec. Excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est une réalité inévitable. Bravo! Mais attends, madame, s'il te plaît, là, cette question de motivation, je vais en parler après, mais en détail. D'accord? Non. Et quels sont les types de motivation alors? Je te pose une question. Aïe, quels sont les types de motivation? Si tu as fait un ouvrage sur la motivation, excusez-moi. Quels sont les types de motivation? Est-ce qu'il y a une seule motivation? Les types de motivation. Ben, je vous jure, je suis très contente quand je suis avec vous. Regardez, même si je prépare, même si je fais tout un travail préalable, etc. Mais quand je suis avec vous, j'essaie de respecter votre raisonnement et je ne peux pas, disons, aller en vitesse sans pour autant quand même prendre en considération ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc, j'essaye de profiter de cette chance inouïe qui s'est présentée à nous, moi et vous, pour partager avec vous le peu d'expérience que j'ai dans le domaine de l'enseignement-apprentissage. J'aurais aimé que cette formation s'étale sur une année, peut-être, mais malheureusement. C'est pour ça qu'on est tenu de vous donner un tas d'informations en un laps de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut aller droit au but. Il faut sélectionner. Sélectionner ce que... oui. Oui, bien sûr, je suis là. Je suis à vous. Très bonne question. Une très bonne question. Mais si vous vous êtes bien concentré tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Si je vous parle de ça, c'est parce que je me mets à votre place. Et n'oubliez surtout pas que l'enseignant d'aujourd'hui était l'étudiant d'hier. Pour la préparation du cours, certainement. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si je cherche à être efficace dans mon enseignement, je dois respecter ces étapes. Je dois me mettre dans la peau de l'étudiant et j'organise mon enseignement en fonction de ce processus. Donc, il est pratiquement le même, n'est-ce pas? Sauf que l'enseignant, il a cette marge de liberté, il fait tout un travail pré-pédagogique. L'étudiant, il est obligé de construire peut-être de nouvelles connaissances, mais sans pour autant avoir cette marge de liberté. Comprenez? Voilà. J'ai répondu à la question? Parfait. Où en étions-nous? J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. D'accord, mais de quoi je parlais? Hein? Motivation. Alors, madame, cette question de motivation est très très importante et je vous en ai déjà parlé la semaine dernière
Donc je préfère quand même la laisser pour après. Certainement. Non, non, mais vous allez voir, vous allez découvrir que finalement, vous êtes enseignant, chercheur. Et quand je parle de la pédagogie universitaire, vous allez voir que un chercheur, vous êtes tous doctorants ici? Tous? Est-ce, hein? Il y a des docteurs? Des docteurs ou des doctorants? Des docteurs. Les deux. Très bien. Vous êtes enseignant-chercheur. Celui qui a participé à la production de nouvelles connaissances scientifiques, on ne soutient jamais une thèse de doctorat sans pour autant publier un article, au moins. On se fait publier, n'est-ce pas? Et quand on se fait publier, on contribue à la production de nouvelles connaissances scientifiques. Un bon chercheur ne pouvait qu'être un bon enseignant. Pourquoi? Parce que celui qui contribue à la production de nouvelles connaissances dans le domaine de la recherche, il est a priori, ou bien il semble a priori, capable d'en assurer la transmission. C'est clair. Il a fait des recherches. Il a fait peut-être des expérimentations, il a analysé des résultats, il a collecté des données, etc. Il a pu quand même obtenir des résultats scientifiques et qui sont validés par les experts. Celui-là, il ne peut pas assurer la transmission. Quand je dis transmission, c'est pas transmission, assurer le partage de ses connaissances avec ses étudiants. Si. Mais malheureusement, cette notion de motivation, parfois, elle empêche le chercheur d'être un bon enseignant. Soit il est démotivé lui-même, soit il ne peut pas motiver le public auquel il a affaire. Hein? Oui? Plus fort, s'il te plaît. Regarde-moi, s'il te plaît. Regarde-moi, s'il te plaît. J'arrête pas de parler. Ok. Uh-huh. Oui? Non. Non. C'est faux. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Si mon objectif ne s'inscrit pas dans la logique des choses, ça sera défaillant dès le départ. Moi, je suis enseignante. Je vous fournis cette formation. Si je ne valorise pas mon public, si je n'essaye pas d'adapter le contenu que j'ai à enseigner au niveau et aux besoins des uns et des autres, mais c'est c'est incompatible. Je ne cherche pas à vous montrer que j'ai des connaissances plus que vous, mais loin de là.
un enseignant, il ne doit pas partir de ce principe-là. Il doit justement aider son public à avoir une nouvelle vision du monde, à réfléchir, à remettre en question, à avoir un esprit analytique, à avoir un esprit critique, à être efficace sur le terrain. Mais je n'ai pas à me montrer. Il a un problème. Et il faut dire ce qu'il en est, il ne faut pas se voiler la face. Moi, je vous le dis tout de suite. Même dans le savoir, il y a un savant et un pédant. Le pédantisme et le savoir. Je reviens à ce que je vous ai dit la dernière fois. Un enseignant qui n'a pas un savoir-être exemplaire, il ne pourra jamais réussir à avoir cette belle et bonne réputation d'un bon enseignant. Moi, je suis là, comme on dit en arabe, min hadal mambar. Je vous dis, et je saisis l'occasion, merci d'ailleurs, merci beaucoup, merci d'avoir justement fait le point. Min hadal mambar, je vous conseille, si vous voulez accomplir votre mission convenablement et correctement, il faut que vous soyez un exemple à suivre. Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Je ne cherche pas à connaître les uns et les autres, même si je suis très contente de vous avoir cette année. Et vous, peut-être, vous ne cherchez pas à me connaître. Mais ce qui nous réunit, ce qui nous unit, ce qui nous rassemble, c'est quoi? C'est justement cette mission d'enseigner et d'apprendre. D'ailleurs, oui. Très bien. Oui. L'étudiant? Oui, et il va vous juger sur toute la ligne. De continuer à vous suivre. Uh-huh. Oui, mais oui, merci en tout cas, monsieur. Ce que vous êtes en train de donner là, c'est des éléments très très importants et c'est des ingrédients essentiels justement pour le façonnage de cette activité d'enseignement-apprentissage. Cette question de pouvoir, ça dépend de ce que vous voulez dire par pouvoir. Et je vous ai dit la semaine passée, on ne s'impose pas par la force. On ne s'impose par le respect et par le travail. De quel pouvoir vous me parlez? Je voudrais... Oui, mais excusez-moi, je vais vous redonner la parole. Ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, moi, par exemple, je sais que j'ai un certain pouvoir. N'est-ce pas? Mais ce pouvoir, il est fait comment? Pas par le statut. D'ailleurs, je ne vous ai pas communiqué mon statut. Aïe.
Aïe, dites-moi, mais là, je vous ai parlé de mon statut. Ouais, alors, rien. Je n'ai pas à vous parler de mon statut, voyons. Nous sommes tous pareils, moi et vous. D'accord, c'est une... D'ailleurs, je suis formatrice. Je suis formatrice, Yani, dans cette atmosphère de travail, je suis formatrice. D'accord, je suis formatrice, bon, vous voulez dire par statut, c'est le statut de formatrice. D'accord, mais est-ce que je vous ai imposé quoi que ce soit? Je suis en train de partager avec vous. La dernière fois, la demoiselle, elle m'a dit, c'était pour moi un rafraîchissement. Ça m'a beaucoup plu. Quand je suis rentrée chez moi, ça m'a rafraîchi. Ben heureusement que mon enseignement a rafraîchi les mémoires des uns et des autres. C'est ça le pouvoir. Mais je suis sûre, à l'issue de cette formation, vous n'allez jamais oublier ces cours. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dites-le moi honnêtement. Je suis sûre que, à l'issue de la formation, ou bien quand vous aurez à enseigner une fois sur le terrain, vous allez toujours vous rappeler de ce que je vous ai dit. Ça, c'est un pouvoir. Regardez, ce pouvoir, il est plus charmant. N'est-ce pas? Ben, c'est ça le pouvoir. Jamais, jamais. Maintenant, nos enfants, écoutez, tout ce qui se fait par l'autoritarisme, c'est voué à l'échec. Même l'éducation. D'ailleurs, le philosophe, qu'est-ce qu'il dit? L'éducation, c'est une main, ou plutôt, c'est un gant de velours, non, plutôt, c'est une main de fer enveloppée d'un gant de velours. C'est ça l'éducation. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, regardez, à chaque fois, je reviens à ce que je vous avais déjà dit pour vous montrer que je suis très cohérente dans ma tête. Donc, c'est une main de fer enveloppée d'un gant de velours. Il faut être souple et ferme à la fois. C'est tout. Et dites-vous bien qu'en tant qu'enseignant universitaire nouvellement recruté, si vous allez entretenir ce rapport de force et de pouvoir dans vos classes, excusez-moi de vous le dire, vous allez avoir de gros problèmes. Et vous allez passer à côté de votre mission. Je vous le dis. Hadrf. Et surtout avec cette génération. Si vous voulez marquer un étudiant, même si vous constatez qu'il est à côté de la plaque, essayez indirectement de l'impliquer. Il faut lui faire aimer. Il faut lui faire aimer. Mais là, le problème, c'est que vous m'avez dévié. Je ferme la parenthèse et je dois revenir. Mais je sais que c'est ce qui fait justement le... Hein? Reprends, s'il te plaît. Non, non, heureusement qu'on n'est pas sorti du sujet. Oui? C'est difficile. Ah. Très bien. Malish, vous me permettez d'ouvrir une parenthèse? Vous me permettez? Je vais tout de même m'arrêter un moment. Je vais ouvrir une parenthèse. Un enseignant
Un enseignant qui commence son cours ou bien qui commence l'enseignement de son module par des mots comme, et c'est des mots chargés de sens et d'émotions, et pour moi, c'est très très faux de démarrer ainsi. Comment je vais dire à mon étudiant ou à mes étudiants, c'est un module difficile? Si je dis que c'est un module difficile, c'est que moi-même, en tant qu'enseignant, je ne suis pas apte à enseigner ce contenu. Je n'ai rien pigé, je n'ai rien compris. Même si j'ai passé un temps fou de préparation, mais malheureusement, j'arrive toujours pas à m'approprier de ce savoir à vous transmettre ou bien à vous enseigner. Oh là là, ça c'est déjà un échec. On ne nie pas que certains modules sont très difficiles à enseigner. Mais pourquoi difficile? Parce que le contenu m'oblige. Et c'est le cas des filières scientifiques et techniques. M'oblige à rester cloîtré dans un domaine où je n'ai pas beaucoup de choix pour expliquer. Un module, que des règles, que des règles, que des règles, que des règles. C'est comme ça, la règle. Non mais écoutez, l'enseignant, il est appelé, c'est pour ça que je vous ai dit la semaine passée, à simplifier, à vulgariser le savoir. Je n'ai pas compris, mais je vais lire des articles, des ouvrages, je vais moi-même, quand vous dites à votre étudiant c'est difficile, c'est que vous-même, vous n'avez aucune psychologie et aucune manière d'approcher le savoir. Wello. Non. Qu'est-ce qui fait la différence entre enseignant et étudiant? L'enseignant, il est descendu de son piédestal. Il n'est plus le seul détenteur du savoir et du pouvoir. Non. Ça, c'était à l'époque, dans les méthodes traditionnelles. Mais maintenant, on est pleinement dans les nouvelles approches. On est appelé à partager. On s'est transformé en homme, ressources qu'on interroge, on guide, on est là pour guider. Mais pour moi, un enseignant qui commence son enseignement ainsi, il dit à ses étudiants, c'est un module difficile? Non. Il faudrait justement, même si vous en êtes convaincus, il faudrait tout faire pour rendre ce difficile facile. Et croyez-moi, c'est votre réputation qui va parler de vous. Et c'est les étudiants qui vont non seulement vous aimer, ils vont aimer la matière. Et dès que les étudiants aiment la matière, 80% des problèmes sont résolus. C'est ça la motivation. Mais le problème, c'est que, regardez, c'est pour ça que c'est comme si on a commencé par ce troisième point. Je suis en train d'expliquer ce que la pédagogie universitaire pourrait apporter à l'enseignant et à l'étudiant. Donc, j'ai commencé, j'ai renversé
Plutôt, oui, on peut dire renverser ou inverser l'équation. Puisqu'on parle aujourd'hui d'approche renversée et approche inversée. D'accord? Très bien. Mais je vous dis merci. Merci d'avoir quand même, oui, d'avoir fait le point ou d'avoir mis l'accent sur ces problèmes à résoudre, justement. Et c'est un sage conseil que je vous donne. Essayez toujours de vous maîtriser devant vos étudiants. Même si vous êtes dans une situation embarrassante, même si vous tombez dans une situation problème, il faut toujours garder ce sang-froid. D'accord? Il faut toujours avoir des solutions décentes à vos problèmes. Et il ne faut pas résoudre les situations problèmes n'importe comment. Et il ne faut pas faire sentir à vos étudiants que vous êtes agités, que vous ne savez pas quel chemin prendre. Attention, attention, attention. Vous êtes les maîtres à bord. C'est comme les parents. Un enfant qui voit un parent agité, il ne sait même pas. Attention, attention. C'est à vous de tenir la lampe pour éclairer le chemin de vos enfants. Pareil pour un enseignant. Pareil pour un enseignant. Un enfant, un petit enfant qui suit les pas de ses parents, si le parent, c'est pas forcément le père, même la maman, et en grande partie, malheureusement, la maman, en grande partie, malheureusement, la maman, si elle-même n'a pas cette capacité à gérer les problèmes, mais dans le calme, elle ne pourra jamais être une bonne maman. Voilà, je vous le dis tout de suite. Pareil pour l'enseignant. Si lui-même, il ne gère pas, mais dans le calme, impossible qu'il puisse réussir dans son activité ou bien dans sa pratique enseignante. Ok? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Je passe. Acquisition des connaissances. Then. L'étudiant, il a fait un traitement de l'information, il a acquis une connaissance, il va la réutiliser. Il va la réutiliser. Il est où le problème? Hein? Comment? Et quand? C'est ça le problème. Est-ce qu'il sera évalué? Oui, très bien. Donc, à vrai dire, pour résumer, la première action, ou bien le premier point, pour résumer, à vrai dire, ce qui est... Aïe, 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 excusez-moi, voilà. Ce qui est vraiment essentiel et important, c'est quoi? Non, mais au lieu de s'intéresser au produit final de l'apprentissage, on s'est intéressé au processus. Ça veut dire quoi? Les méthodes traditionnelles, quand on faisait les évaluations, le contenu qui a été donné par l'enseignant, c'est 0. Même si l'étudiant, il retient l'information et il dit les choses, mais avec ses propres mots. Zikni, à l'époque, et l'élève, il ne pensait qu'à l'évaluation.
Devoir composition, devoir composition, devoir composition. Maintenant, avec l'avènement des nouvelles approches, au lieu de s'intéresser au produit final, à la note, à l'examen, votre mission, c'est quoi en tant qu'enseignant? C'est d'apprendre à l'étudiant à réfléchir. Et quand on lui apprend à réfléchir, on est forcément obligé de s'intéresser au processus mental, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a une mission. Quoi? On lui apprend à réfléchir. Maintenant, pour la réutilisation, j'ai fait tout un travail. J'ai formé. Je l'ai aidé à se former. Il va pouvoir voler de ses propres ailes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Lequel des deux enseignements préférez-vous? Hein? Lequel des deux enseignements préférez-vous? Le deuxième. Il est plus efficace, n'est-ce pas? Très bien. Les attentes de vos étudiants, c'est quoi? S'il vous plaît, les attentes de vos étudiants, c'est quoi? Ça, c'est pas dans le cours, mais je vous les donne. Je vous les donne, les attentes. Retenez-les. C'est quoi les attentes de vos étudiants? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il attend de vous, un étudiant? Il vous dit, mon enseignant, montrez-moi, montrez-moi, montrez-moi le chemin. La première attente, c'est montrez-moi. Il veut découvrir. Montrez-moi. Vous me suivez là? Vous me suivez? Montrez-moi. Il veut découvrir. Expliquez-moi. Vous m'avez montré. Et j'ai encore une autre attente. Expliquez-moi. Ok. Moi-même, j'ai un contenu pour les enseignants. J'ai étudié votre demande avant même de venir ici à l'auditorium. Vos demandes, je les ai étudiées indirectement. Montrez-nous. Nous, on s'est longtemps spécialisé dans des filières scientifiques et techniques, mais on n'a jamais eu une formation proprement dite qui concerne l'enseignement. Montrez-nous. Expliquez-nous. Si mon collègue a pris la parole, si mon collègue aussi a pris la parole, si tout le monde ici présent me pose des questions, il a besoin de quoi? Expliquez-nous. Montrez-nous le chemin. Expliquez-nous. Maintenant, éprouvez-nous. Éprouvez-moi. Éprouvez-moi, c'est pas... Mettez-moi à l'épreuve. Voilà, c'est ça. Éprouvez-moi, c'est mettez-moi à l'épreuve. Pourquoi? C'est pour, d'ailleurs, à l'issue de la formation, vous allez avoir une évaluation, une petite évaluation. Et là, je vous donne un exemple. Là, ça m'est arrivé après 13 ans d'expérience dans l'enseignement, si je parle de l'année passée, pas de cette année. L'année passée, une étudiante à moi, une étudiante brillante, si je dis, c'est une très bonne étudiante, d'ailleurs, que j'estime beaucoup. J'avais un CM, un cours magistral à assurer. À l'issue de l'enseignement, à l'issue du semestre, j'ai prévu une évaluation, mais pas un examen proprement dit. Je leur ai demandé de faire un petit projet de recherche. C'était très spontané. Quand j'ai annoncé la nouvelle, quand je leur ai dit «
préparé un petit projet de recherche et je vais vous évaluer. C'était très spontané de sa part. Elle a fait « Oh là là, je voulais savoir où j'en suis dans ce module. » Regardez. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis rendu compte, finalement, l'étudiant, il a vraiment besoin d'être évalué et il s'attend à ce que son enseignant le mette à l'épreuve. Éprouvez-moi. En bas, la 4e attente. Non. Laissez-moi découvrir. C'est bon. Vous m'avez montré, vous m'avez expliqué, vous m'avez mis à l'épreuve. Laissez-moi partir. Laissez-moi découvrir. Laissez-moi découvrir. Regardez. Laissez-moi... Ah, pardon. Laissez-moi essayer. Laissez-moi essayer. C'est la réutilisation dont on a parlé tout à l'heure. Laissez-moi essayer, c'est-à-dire, je vais réutiliser ce que vous m'avez donné, monsieur. Madame, ce que vous m'avez donné, il est bénéfique, oui, mais laissez-moi essayer. Surtout les garçons, ils aiment essayer. Ah oui, ils adorent essayer parce que pour eux, ils n'acquièrent que par l'expérience. Je ne sais pas si c'est juste ou faux, mais bon. Mais ils aiment passer à l'acte. Laissez-moi essayer. Laissez-moi découvrir. Et la dernière attente, c'est quoi? Non, non, non. Décider, déceler. Tester, essayer, laissez-moi essayer. Non, pas du tout. Oui, la dernière attente. Laissez-moi essayer, laissez-moi découvrir. Non, non. Libérez-moi. Libérez-moi. Vous voyez? Donc, regardez, il faudrait surtout pas faire l'amalgame. Il faudrait surtout pas faire l'amalgame, ou plutôt faire cette confusion entre attente, besoin et motivation. D'accord? Très bien. J'entends pas. Libérez-moi. Bien. Alors, s'il vous plaît. Deuxième action maintenant. Ça y est, vous avez bien retenu le premier point, la première action, c'est bon? Avec toutes ces explications, tous ces exemples, normalement, ça devrait être clair. Très bien. Ah. C'est bon, c'est bon. Ah. Il est quelle heure? Non. On termine à quelle heure? Non, 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 excusez-moi, je voulais quand même, je voulais vous en parler, j'ai oublié, excusez-moi. Il me reste ce jeudi et jeudi prochain. Oui, il se peut que je parte à l'étranger, donc je ne pourrai pas être là, disons, la deuxième quinzaine du mois de novembre. J'en ai déjà parlé à mon responsable. Moi, je préfère quand même vous retenir un peu, hein.
ce jeudi, si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord. Donc, on va faire quand même 3 heures, 3 heures et demie, quand même de formation aujourd'hui. Jeudi prochain, donc 3 heures ou 3 heures et demie, donc ça fera 9 heures. Donc, il nous reste 1 heure. Dès que je reviens, Inch'Allah, si tout va bien, si quand je reviens de l'étranger, je vais quand même vous faire une petite évaluation. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous retenir. Voilà, quand je parle, je m'oublie. La relève. Et je pensais que c'était 10 heures ou 10 heures et demie, mais bon. 11 heures. Il nous reste encore 1 heure ou 1 heure et demie. Vous êtes d'accord? Si vous voulez prendre une pause, dites-le moi. Non? Voilà, donc je préfère quand même... comment? 10 minutes? 5 minutes? 5 minutes de pause? D'abord, est-ce que c'est tout le monde qui a signé? Non? S'il vous plaît, faites passer la feuille de présence, c'est très important. D'accord? Bien, alors je continue en attendant que tout le monde, disons... Oui? Vous voulez vraiment prendre une pause de 5 minutes? Oui? Hein? Non, non, pas 11h30, jusqu'à midi ou midi 30. Thoura, vous voulez prendre maintenant? Bon, je continue. Et quand vous sentez fatigué, dites-le moi. D'accord? Oui. Oh, ça se voit que vous avez vraiment besoin de 5 minutes. Hein. Prenez 5 minutes et on reprend. Voilà.